Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum jami'an. Mes chers élèves, bonjour. Nous voilà encore une fois ensemble pour une séance de lecture. Je m'adresse essentiellement aux élèves de première année, collège, PIC 1, PIC 2 et PIC 3. Donc on va mettre cap sur le manuel mosaïque pour travailler un tout petit peu sur la matière de lecture. Je vous invite à me rejoindre à la page 108, la page 109, la page 110 et la page 111 également, pour travailler un tout petit peu ensemble. On va voir un texte intitulé « Une avalanche de révélations ». Une avalanche de révélations, c'est le titre du texte qu'on va voir, Inch'Allah, avec les questions et tout. Donc, je commence, comme d'habitude, par les composants de l'ensemble. Nous avons ce qu'on appelle donc le paratexte et le texte. Quand on parle du paratexte, il s'agit bien sûr du titre, du chapeau, écrit en italique, une partie donc écrite en italique, pour résumer l'ensemble. Nous avons également l'illustration, une image ou une photo représentative de l'ensemble, une illustration légendée, l'espace dictionnaire où vous avez donc l'explication de certains mots difficiles et finalement la source que vous trouvez juste après le texte. Ça, c'est pour les composantes du paratexte. Alors, qui dit paratexte dit bien sûr donc texte. Le texte est fait de parties dialogiques. Partie où il y a donc un dialogue entre les personnages et paragraphe narratif, là où il s'agit donc d'une narration à la troisième personne. Donc vous avez donc un texte fait de dialogue et de narration. Je vais passer donc à ce qu'on appelle une lecture magistrale, la lecture du maître, une lecture que je veux faire donc comme ça, pour prendre connaissance du texte. Alors donc, je vais donc lire le texte comme ça, pour prendre connaissance du texte d'aujourd'hui, Inch'Allah. Une séance qui a lieu le mercredi 8 avril 2020. Une avalanche de révélations. Une avalanche de révélations, c'est-à-dire une grande quantité d'aveux, quelqu'un qui va avouer quelque chose à quelqu'un d'autre. Une avalanche de révélations, une grande quantité d'aveux, une grande quantité de révélations faites comme ça d'un personnage à un autre. Après la mort tragique de ses parents, le jeune Harry Potter est recueilli par son oncle et sa tante, mais le jour de ses 11 ans, il voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un étrange personnage. Donc ça c'est le chapeau. L'illustration, dans l'illustration, vous avez donc deux personnages, un homme apparemment qui parle donc à un enfant. Pour la légende, vous avez donc Harry Potter à l'école des sorciers 2001, un film de Chris Columbus. Le texte, proprement dit. Première réplique. « Je suis désolé, dit Harry, mais je ne sais pas qui vous êtes. » Le géant avala une gorgée de thé et s'essuya la bouche d'un revers de main. « Appelle-moi Hagrid, dit-il, comme tout le monde. Et je te l'ai dit, je suis le gardien des clés de Poudlard. Tu sais déjà ce qu'est Poudlard, j'imagine. » Non, répondit Harry. Hagrid parut scandalisé. « Désolé, dit précipitamment Harry. J'ignorais que tu n'avais même pas entendu parler de Poudlard. Tu ne t'es donc jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ? Tout ça quoi ? s'étonna Harry. Hagrid regarda Harry d'un air effaré. Il faut absolument que tu saches qui étaient ton père et ta mère, dit-il.
ils sont célèbres. Et toi aussi, tu es célèbre. Quoi? Mais mon père et ma mère n'ont jamais été célèbres. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Hagrid passa les doigts dans ses cheveux en fixant Harry d'un air abasourdi. Abasourdi, c'est-à-dire tout à fait étonné et surpris. Donc on peut mettre donc le mot abasourdi. Voilà, étonné, surpris. Je continue. Tu ne sais même pas qui tu es, dit-il enfin. Harry, tu es un sorcier. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent. Je suis un quoi? Balbutia Harry. Alors vous avez donc le verbe balbutier, c'est-à-dire prononcer difficilement. Prononcer difficilement. Je suis un quoi? Balbutia Harry. Un sorcier, bien sûr, dit Hagrid en s'appuyant contre le dossier du canapé qui craqua et s'écrasa un peu plus sous son poids. Et tu deviendras un sacré bon sorcier dès que tu auras un peu d'entraînement. Avec un père et une mère comme les tiens, ça ne peut pas être autrement. Et manque de chance, tu as grandi dans la plus incroyable famille de Moldus. Alors Moldus, donc, c'est un mot déjà expliqué dans le paratexte, comme quoi ça veut dire dans le monde d'Harry Potter, personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Donc il a grandi dans une famille qui finalement n'a pas la moindre idée concernant donc la matière de sorcellerie. Donc on n'a jamais parlé de ça au foyer et Harry passe finalement pour quelqu'un qui n'a pas la moindre idée en la matière. Bon, vous avez donc, tu as grandi dans la plus incroyable famille de Moldus que j'ai jamais rencontrée. Quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces balivernes. Balivernes, c'est-à-dire donc des mensonges ou des sornettes, tout simplement. Balivernes. Bon, je continue donc la lecture. Dit l'oncle Vernon, juré qu'on allait le débarrasser de tout ça. Un sorcier. Et puis quoi encore? Vous saviez, s'écria Harry. Vous saviez que je suis un sorcier? Nous le savions, hurla soudain la tante Pétunia, d'une voix perçante. Bien sûr que nous le savions. Comment aurait-il pu en être autrement quand on sait ce qu'était ma maudite sœur? Donc maudite, c'est-à-dire une personne qui a reçu la malédiction, tout simplement. Un jour, elle est partie dans cette école. Quand elle revenait à la maison pour les vacances, elle avait les poches pleines de têtards et elle changeait les tasses de thé en rats d'égout. Donc, les têtards, c'est finalement des grenouilles donc, au premier stade, donc à la première étape de leur vie. Elles sont encore petites, avec une petite queue comme ça. Donc, ça nous fait donc ce qu'on appelle donc des têtards. Ça ressemble donc à des petits poissons ou à des alevins. Alors, elle changeait donc les tasses de thé en rats d'égout. Elle s'interrompit pour respirer profondément, puis elle reprit sa tirade. Tirade, c'est-à-dire longue réplique, une prise de parole. Tirade. On aurait dit qu'il avait attendu des années avant d'oser dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et puis, elle a rencontré ce Potter, c'est-à-dire le père, à l'école, reprit-elle. Ils se sont mariés et tu es arrivé. Moi, je savais bien que tu serais comme eux, aussi bizarre, aussi anormal. Et pour finir, quelqu'un l'a fait exploser et on a hérité de toi. Donc, on a fait exploser la voiture de tes parents et tu es resté vivant avec nous. Harry était devenu très pâle. C'est l'effet de surprise, bien sûr. Il met un certain temps à retrouver sa voix. Explosé. Vous m'avez toujours dit que mes parents étaient morts.
dans un accident de voiture. Donc ça, c'est le texte. Un texte avec une source, bien sûr. J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers, traduit par Jean-François Ménard, édition Gallimard Jeunesse, 1998, arrobasque, J.K. Rowling, 1997. Bon, après la lecture magistrale avec l'explication des mots difficiles, on va passer maintenant aux questions de compréhension globale. La première partie qui porte sur comprendre les mots du texte. On va travailler de manière sélective, de façon à mettre le doigt uniquement sur la troisième et la cinquième question. On va laisser tomber donc la quatrième question, faute de temps bien sûr. On va faire de même avec la deuxième partie en matière de compréhension, comprendre le sens du texte. Et la troisième partie, comprendre l'organisation du texte. Donc on va travailler donc de manière tout à fait sélective. On va mettre le doigt uniquement sur la troisième et la cinquième question. Donc là, pour la troisième question, mettez-vous à la page 110. Vous avez la question. Dans le passage allant des lignes 1 à la ligne 24, retrouvez deux adjectifs qui informent le lecteur sur les sentiments du personnage prénommé Hagrid. Et vous avez donc la question B. Cherchez le sens de ces adjectifs dans le dictionnaire. Donc je reviens à la première partie. Dans le passage allant des lignes 1 à la ligne 24, retrouvez deux adjectifs qui informent le lecteur sur les sentiments du personnage prénommé Hagrid. La réponse serait, finalement, les deux adjectifs informant le lecteur sur Hagrid sont scandalisé et effaré. Comme quoi, le premier signifie choqué et le second, le deuxième, signifie stupéfait. L'adjectif abasourdi, également figurant à la même partie, veut dire lui aussi la même chose. Abasourdi, c'est-à-dire étonné, choqué ou stupéfait. Donc la stupéfaction, l'effarement, le scandale, finalement que connaît le personnage d'Hagrid, il est dû à quoi? Il est dû à l'ignorance de Harry Potter. Harry Potter qui ne sait pas qu'il est finalement fils de deux grands sorciers. Et le père et la mère, ils étaient déjà donc de grands sorciers célèbres. Lui, il n'en a pas donc la moindre idée. Pour la question numéro 5, vous avez à la ligne 37, par quel mot l'oncle Vernon désigne-t-il tout ce qui se rapporte à la sorcellerie? B. Que signifie ce mot? Donc je réponds à la question. L'oncle Vernon désigne de baliverne, le mot technique donné à la chose, donc de baliverne, tout ce qui se rapporte à la sorcellerie, la matière de sorcellerie, ce qui signifie mensonge ou sornette. C'est des mensonges ou des sornettes. Donc, l'oncle Vernon, donc, il ne veut pas qu'Harry Potter donc, ait la moindre idée sur le passé de ses parents. Il n'a jamais parlé de ça à la maison. Il lui cache donc cette vérité et il ne veut pas en parler à la maison avec Harry Potter. Donc, il qualifie ça de baliverne, ce qui veut dire sornette ou mensonge. Donc, toujours en matière de compréhension, on va passer maintenant à comprendre le sens du texte. On va travailler uniquement sur la 6e, la 7e et la 9e question. On va faire table rase de la 8e, comme ça, et on va garder le contact uniquement avec la 6e, la 7e et la 9e question. Voilà. Donc ça, c'est pour le sens du texte. Bon, pour la question numéro 6, comment se prénomme l'étrange personnage auquel il est fait allusion dans le paragraphe en italique qui présente cet extrait? Je répète la question. Comment se prénomme l'étrange personnage auquel il est fait allusion dans le paragraphe en italique qui présente cet extrait?
c'est-à-dire dans le chapeau. Hein, dans le chapeau. Après la mort tragique de ses parents, le jeune Harry Potter est recueilli par son oncle et sa tante, mais le jour de ses 11 ans, il voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un étrange personnage. Vous avez la question B. Quelle particularité physique le caractérise? Quelle particularité physique le caractérise? Et la question C. Relevez dans sa première réplique le groupe nominal par lequel il définit sa fonction. La fonction que remplit ce personnage, bien sûr. La consigne D. Selon vous, en quoi consiste cette fonction? Une petite précision de votre part. Donc, j'offre la réponse de la première consigne, la consigne 6A. Vous avez l'étrange personnage se prénomme Hagrid. Il a un corps de géant. Donc, j'ai mixé un tout petit peu le travail sur A, B, 1 et C. Je vais donner donc toutes les réponses en bloc, comme ça. L'étrange personnage se prénomme Hagrid, point. Ça, c'est la première tranche de la réponse. Il a un corps de géant, hein, pour caractériser finalement donc l'aspect physique, hein, du personnage. Donc, il s'agit donc d'un personnage, hein, gigantesque, hein, c'est un titan, un géant. Le GN, le groupe nominal par lequel il définit sa fonction ou la tâche, hein, accomplie, c'est le gardien des clés de Poudlard. Le gardien des clés de Poudlard. Et la toute dernière consigne, vous avez bien sûr donc la dernière partie de la question. Selon vous, en quoi consiste cette fonction? C'est, hein, le rôle que joue finalement donc un concierge, si vous voulez. Un concierge en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est pour, hein, la question numéro 6. La question numéro 7. Pour la question numéro 7, quels sont les autres personnages présents dans cette scène? Alors le texte met en scène, dans l'ensemble, met en scène donc 4 personnages. Vous avez donc, hein, le personnage de Hagrid, vous avez le personnage de Harry, hein, Potter, l'enfant. Vous avez donc 2 autres personnages, c'est l'oncle Vernon et la tante, sa femme, la tante, hein, Pétunia. Donc je reprends la réponse. Les autres personnages présents, hormis, hein, je veux dire, hormis donc le personnage de Hagrid, vous avez Harry, l'enfant, vous avez donc l'oncle Vernon et tante Pétunia. Donc ça c'est pour les personnages figurant sur scène dans ce texte. Pour la question 9, je laisserai tomber donc, faute de temps bien sûr, je laisserai tomber donc la question numéro 8, la question numéro 10, hein, et la question ou la consigne numéro 11 également. Et je vais donc braquer la lumière uniquement sur la question numéro 9. Que révèle Hagrid à Harry? Hein, que révèle, hein, qu'avoue, hein, que montre, que dit Hagrid à Harry, à l'enfant Harry Potter? Donc Hagrid révèle, hein, ou avoue à Harry que ses parents étaient des sorciers célèbres, très très connus, et que lui aussi l'était sans le savoir. Hein. Il l'était sans en être informé. Pourquoi? Parce que donc, hein, l'oncle et la tante, ils ont gardé donc le silence comme ça au sujet de cette affaire. Ils n'avaient pas l'intention de faire, hein, de Harry, vu le sort tragique, hein, qu'ont connu ses 2 parents bien sûr. Donc ils ne voulaient pas que, hein, finalement, hein, Harry connaisse le même sort, un sort tout à fait donc tragique. On passe maintenant donc à la dernière partie en matière de compréhension, comprendre l'organisation du texte, l'aspect organisationnel du texte bien sûr, avec la question 12 et la question 13. Donc on va laisser tomber donc la toute dernière question, la question 14, faute de temps. Et on va mettre donc le point uniquement sur la question 12 et la question 13. Donc la question 12, à quelle personne le texte est-il écrit? B, quel est le statut du narrateur? Je répète, à quelle personne le texte est-il écrit? Et quel est le statut du narrateur? Donc le texte
comme vous voyez dans la réponse, le texte, il est fait à la troisième personne, à la troisième personne, c'est-à-dire donc le pronom « il », la troisième personne. Le narrateur, il est extérieur au récit. Alors, quand on dit donc qu'il est extérieur au récit, il ne figure pas sur scène. Il s'agit donc d'un personnage extrinsèque. Il y a extrinsèque et intrinsèque. Extrinsèque, c'est-à-dire en dehors de l'histoire, il ne fait que raconter, que dire ce qui s'est passé, sans prendre part, bien sûr, à la chose. Donc, c'est un élément tout à fait externe au récit ou à l'histoire. Pour la question 13, repérer les phrases de récit, à quel temps sont-elles écrites? On va se contenter de quelques bribes de phrases. On ne va pas mettre donc toutes les phrases, donc quelques morceaux de phrases bien sûr. Vous avez donc en qualité de réponse quelques bribes de phrases. À titre d'exemple, vous avez le géant avala une gorgée de 3 points de suspension, ligne 1, 3, voilà, ligne 3. Vous avez un deuxième morceau de phrase, un grand silence s'abattit, ligne 25, et un autre morceau, il mit un certain temps à réfléchir. À titre d'exemple, vous avez donc les 3 points de suspension, ligne 56. Donc ça nous fait donc des exemples de phrases où le sujet est à la troisième personne. Le temps verbal dominant, c'est le passé simple. C'est normal. Il s'agit donc d'une narration, il s'agit donc d'un récit. Et vous savez très très bien que quand on travaille donc sur la narration, donc les temps qui doivent figurer en principe, c'est le passé simple pour les actions brèves, les actions donc tout à fait donc courtes et tout. Donc c'est le passé simple qui s'engage. Quand il s'agit d'actions longues ou d'une description, il faut mettre comme ça l'imparfait en tant que temps accompagnateur du passé simple en matière donc de narration. Alors si jamais donc on croise un présent, un futur, un passé composé comme ça figure essentiellement dans les parties dialogiques du texte. Donc et là, je vous invite à faire la différence entre ce qu'on appelle donc les temps du discours et les temps du récit. Les temps du récit, c'est le passé simple et l'imparfait par excellence. Quand on parle donc des temps du discours, c'est le présent, c'est le futur simple, le futur antérieur également, le passé composé. Et si jamais donc on trouve un plus que parfait, le plus que parfait, c'est un temps de remplacement. Il figure comme ça pour remplacer, en principe, le passé antérieur. La plupart du temps, donc, on tombe sur un passé simple comme ça, accompagné donc d'un plus que parfait. C'est un temps qui remplace tout à fait le passé antérieur. Donc, il remplit donc la même fonction verbale, la même fonction temporelle. Alors, sur ce, j'arrête le travail d'aujourd'hui, dans l'espoir de vous retrouver donc prochainement, Inch'Allah, comme ça pour d'autres séances, d'autres leçons. Donc je vous dis merci de votre attention et à bientôt.